dans les coulisses, dans la réalité, on est extrêmement inquiet, justement, par cette décision de Donald Trump et par le fait qu'il a décidé de ne pas s'intéresser à la suite, qu'il est parti dans cette opération. Donald Trump, on avait vu aussi dans notre émission de samedi que il était ennuyé, bored, dans le sens Mhm. ennuyé, je m'ennuie, c'est gonflant, par la paix. Donc, il voulait se définir comme un homme d'action. Donc, dans les coulisses, on est extrêmement inquiet de ça. Parce qu'on a le sentiment que Donald Trump est parti à la guerre sans mesurer les conséquences et sans des conséquences pour cette opération-là, pour ce qui est en train de se passer en Iran et le risque sur les pays autour de voir cette zone s'embraser, de voir le prix du pétrole exploser, donc le prix de l'essence augmenter. Mais au-delà de ça, on va voir le témoignage de Mark Etling, qui était un des responsables de l'opération en Irak, et qui lui explique que c'est cette même, comme on avait Pape, l'universitaire, qui l'écrivait dans son ouvrage, que cette stratégie de bombardement ne permet pas non seulement de créer de la démocratie, mais elle a l'effet contraire. Elle fait qu'elle donne une excuse à la branche dure là, ici, du côté de l'Iran, de dire non, il faut continuer le combat parce que ça crée des victimes, et des victimes forcément innocentes. On en a parlé Mhm. avec le bombardement de cette école. Et donc, c'est un discours de dire, OK, on a des différences, mais nous avons désormais un ennemi commun. Et il est extrêmement clair. Il dit ce qui est en train de se passer. Vous allez voir cet autre. Il est passé ce matin sur Morning Joe, cette conclusion. Il dit ce qui est en train de se passer. La stratégie choisie par Donald Trump, et je pense qu'on a une photo du général, c'est quelque chose qui va créer encore plus de chaos. Donald Trump est en train de complètement déséquilibrer cette zone géographique. Et ça, lui, il est en dehors du Pentagone aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a pris sa retraite. Certes, il a toujours des relais, mais il a pris sa retraite. Mais on va voir dans cet article qui est extrêmement intéressant du Washington Post, dont le titre ne correspond pas vraiment au cœur de l'article parce Mhm. que on voit que on nous parle que il y a des victimes américaines et que donc qui ont été tuées pendant la contre-attaque iranienne, et en expliquant que ça augmente les craintes au niveau du Pentagone. Et en fait, les craintes, vous n'allez pas voir, ce n'est pas seulement sur le niveau des victimes. On va avancer dans cet extraordinaire article du Washington Post qui explique que voilà, lorsqu'on regarde ce qui est en train de se passer, comme le général Hartling, on est en train de voir, ça c'était dimanche Wow. après-midi, une situation qui est en train de perdre, de partir hors de contrôle. C'est super rare de voir ce genre de mots sortir du Pentagone, de paranoïa, que c'est intense, qu'on est en train de spiraler et perdre contrôle On est en train de partir dans tous les en sens. Et quelques en jours. fait, pourquoi j'ai sélectionné cet article? Parce que il correspond à ce que l'on voit. Ce sentiment où on ne sait plus où on va, où on dit tout et son contraire, Mhm. ce qui est la communication de Donald Trump depuis vendredi soir, ben en fait, elle est aussi vécue, perçue différemment du côté du Pentagone, qui est en train de dire non, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. On ne s'attendait pas à cette réponse. En tout cas, ça avait été mis, Donald Trump avait été mis en garde. Et là, on revient sur l'aspect qui est le plus inquiétant, le plus préoccupant pour l'avenir. Donc, on nous explique que les États-Unis ont détruit plus de 1000 cibles et que c'est de plus de 1000 cibles lors des premières 24 heures, que c'est un déchaînement sans précédent d'opérations.
hein. C'est plus d'opérations militaires que justement les premiers jours de la guerre contre l'Irak. Donc on est vraiment, c'est pour ça que désormais même le New York Times utilise le terme de guerre parce que l'ampleur de ce qui est en train de se passer, on n'est plus dans le cadre de frappe, d'opérations, etc., etc. Et donc, on explique que ces 2 jours d'opération et ces efforts extrêmement agressifs de la part des États-Unis n'ont pas permis de valider le plan que Donald Trump voulait, qu'au bout de 48 heures, c'était terminé. Et qu'au contraire, il y a eu des douzaines et des douzaines de frappes venant de missiles et de drones. Et que donc les États-Unis, maintenant, sont face à une nouvelle difficulté. Les drones, et on va voir le drone en question, illustre parfaitement cette difficulté. C'est que c'est aussi, et apparemment du côté américain, on n'a pas pris les enseignements de ce qui se passait au niveau de la... Vas-y, montre-nous les détails. Au niveau de la Russie, hein, la Russie dispose non seulement du drone iranien Shahid, mais une version propre et qui rend le combat extrêmement difficile. C'est un appareil qui coûte en gros 10 000 euros à produire, qui est, vous avez vu la photo, d'une toute petite taille, qui fait des dégâts, qui peut être tiré depuis la mer comme depuis le sol, depuis la terre, qui nécessite simplement un camion pour en tirer 5 d'un coup, qui a une portée de 2500 km et qui échappe souvent aux engins militaires pour intercepter ce genre de menace à cause de sa taille et qui, aujourd'hui, force les Américains à utiliser des armes qui coûtent des millions de dollars pour arrêter des armes qui en coûtent des milliers. Et au-delà de ça, les Iraniens sont le pays qui a construit le plus de drones militaires ces dernières années. Ils ont des véritables structures et c'est extrêmement rapide à produire. Ce qui pose un problème aux États-Unis, un problème important de gestion des stocks de munitions. On va retourner dans cet article en disant nous sommes en train de brûler nos stocks de munitions actuellement. Et donc, il y a une véritable anxiété au niveau du Pentagone parce qu'on est en train de dire non, mais là, quand on vous parle de stock de munitions, c'est nos munitions pour le monde entier. On est en train, pour répondre à ce qui s'est passé, cette campagne extrêmement agressive et la réponse, parce que ça n'a pas fonctionné comme Donald Trump le pensait, cette réponse iranienne, nous sommes en train de nous retrouver dans la position où on est en train de brûler des munitions qui pourraient nous servir sur des choses que nous devons protéger. Parce que dans la réalité, ce qu'on est en train de protéger en ce moment, vu de manière cartésienne du côté du Pentagone et des généraux, ce n'est pas vraiment des cibles qu'on devrait protéger. Là, on parle des États-Unis, protéger les États-Unis, protéger des alliés. La situation avec Taïwan, il y a en ce moment au niveau du Pentagone, en se disant, si on épuise toutes nos munitions du côté de l'Iran, c'est ce que nous sommes en train de faire. On a ce qu'on appelle un burning rate qui est sans précédent. Si dans 2 mois, Xi décide de se dire « je vais prendre Taïwan par la force », on ne sera plus en mesure de défendre Taïwan parce qu'on aura tout brûlé dans ce conflit où on ne devrait pas être. Ce sont les généraux du Pentagone qui disent ça. C'est très inquiétant quand vous avez vu qu'ils expliquent que pour les Américains, il faut lancer 2 à 3 armes pour arrêter un seul missile du côté d'Iran. On a vu le nombre de cibles que l'Iran a déjà établi en quelques jours. Et oui, en termes de déploiement, on avait vu que c'était un énorme déploiement de vaisseaux et de militaires dans les semaines qui ont précédé.
Maintenant, on est en train d'utiliser toutes ces armes à un moment. C'est inquiétant qu'au bout de 2 jours Mm. de cette attaque, de cette guerre, nous sommes déjà là à avoir des inquiétudes de l'avenir des États-Unis. Et c'est quelque chose qu'on a déjà vu au début de son mandat quand il avait attaqué les Houthis. On avait vu pareil ces craintes de généraux qui disaient on est en train d'épuiser nos stocks dans ces régions dans le monde pour ensuite faire face à la Chine ou faire face à d'autres menaces qui peuvent être réelles. Et donc c'est vraiment... Trump, il adore venir dire regardez, on a bombardé plus fort que n'importe quel autre président parce que bien sûr, il doit avoir les plus grosses bombes et les plus gros dégâts, mais ça coûte énormément aux États-Unis et c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre en dépensant 10 fois, 15 fois, 20 fois le même prix que l'ennemi. À un moment, on commence à perdre. Non, c'est exactement ça. Quand vous avez le mot anxiété, hein, si tu reviens sur l'extrait précédent, vous avez l'anxiété et cette phrase d'un général qui est cité dans cet article dit « Je ne pense pas que les gens que nous avons complètement absorbé ce que ça veut dire sur l'état de nos munitions. » Et il y a cette citation d'un démocrate qui est interrogé par le sujet, qui a complètement conscience, pour dire c'est pas simplement des sources anonymes. Si tu peux passer sur l'article suivant, l'extrait suivant, c'est le responsable démocrate à la Chambre des représentants qui est en liaison en permanente avec l'armée, qui connaît l'état de stock et il dit ben voilà. On va arriver à un moment, on ne peut pas dire à l'Iran, écoutez, là on fait une pause parce qu'on a besoin d'aller refaire nos stocks de munitions. On est en train de brûler nos stocks de munitions et on ne les aura pas pour défendre ce que l'on doit défendre vraiment. Et on va continuer. C'est vraiment une situation qui est complètement folle. C'est que Donald Trump a été prévenu de ce point-là par le chef de son état-major en lui disant ben voilà, on se lance dans une opération qui va durer plusieurs jours. L'Iran, ce n'est pas le Venezuela, cela va durer très longtemps. Ils ont une capacité militaire extrêmement importante. Ils ont les drones qui est une situation complètement unique. Alors, ce que vous voyez pour un drone ou un missile, on est obligé d'en envoyer 3 pour être certain de fonctionner. C'est une hérésie qui est en train de se faire. Et ce qui inquiète aujourd'hui les Alliés, c'est que lorsque Donald Trump, on lui parle de ce problème de munitions, ça c'était dans le New York Times aujourd'hui, il dit non mais ouais je sais, c'est pas un problème, on en a plein, on en a un petit peu à travers le monde. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Ça veut dire que justement, c'est la crainte des généraux. Donald Trump dit non, mais les munitions, c'est pas un problème. On ira récupérer celles que l'on a du côté de l'Europe, on ira récupérer celles qu'on a du côté de l'Asie, celles qui défendent les intérêts américains, celles qui défendent les intérêts européens face à Poutine. Et on va aller les utiliser là. La réponse de Trump de dire il y a des stocks de partout, on va les récupérer. C'est vraiment le scénario catastrophe du Pentagone. Vous inquiétez pas, on peut abandonner les autres postes. C'est à peu près ce qu'il dit, quoi. C'est à peu près ce qu'il dit. Et Cody avait un point qui est vraiment intéressant. Si tu peux aller partir justement, Thomas, vers le dossier Axios P, c'est que alors que Donald Trump demande le prix de la paix, le prix Nobel de la paix, et je vous ai expliqué pourquoi dans notre dernière émission de samedi, pourquoi il en avait besoin en termes de communication politique, dans la réalité, c'est le Axios P, si tu dois l'avoir quelque part. Il doit y être, peut-être dans Crise Maga, va voir. Désolé, c'est du direct. Voilà. Dans la réalité, Donald Trump est le président, et de loin, qui a utilisé le plus de frappes militaires, de bombardements de pays. J'ai trouvé que c'était une très très belle... c'est très bref, mais c'est très intéressant, ce papier dans Axios, parce qu'on est loin
de l'image No Wars, etc., qui fait partie de la communication de Donald Trump et qui est toujours l'argument qu'on vous met en avant lorsque vous êtes un membre de la fachosphère. On vient vous dire non, mais il ne déclenche pas de guerre, etc. Regardez, il n'y a pas de président américain dans l'ère moderne qui a ordonné autant de frappes sur différents pays que Donald Trump. Depuis le 20 janvier 2025, donc le début de son deuxième mandat, il a ordonné de frapper 7 pays différents, dont 3 qui n'avaient jamais été visés par des frappes américaines, l'Iran, le Nigeria et le Venezuela. Et vous allez voir Cette dernière phrase est folle. un an, en 2025, il a fait plus de frappes que ce qu'a fait Biden pendant les 4 ans de son mandat. Ouais. Cette Dans image, 11 mois à peu près. ouais, et cette image de nous expliquer qu'il mérite le prix Nobel de la paix et que c'est le président le Propest Ticket, etc. Vous allez voir en termes d'illustration ce que ça veut dire. Vous avez la première présidence Trump, vous avez la présidence Biden, et puis vous avez Donald Trump depuis son arrivée. Et c'est pour ça que les stocks de munitions sont aujourd'hui en difficulté. Je suis persuadé, parce que je sais qu'il a déjà fait 2 ou 3 fois pendant la campagne, lorsqu'il parlait des stocks de munitions en disant que c'était Joe Biden qui avait épuisé les stocks en les envoyant du côté de l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas. Hein, les munitions qui étaient envoyées du côté de l'Ukraine, c'est des munitions qui allaient être détruites aux États-Unis, et ces contrats ont permis à l'industrie de l'armement américaine de justement recréer les stocks. Mais c'est ce réflexe de bombarder, c'est sa signature en disant « moi, j'envoie pas de troupes », même si là, aujourd'hui, il vient de changer d'avis en disant dans une interview au New York Post que peut-être il enverra les troupes, qu'il n'a pas de problème avec ça. Mais sa stratégie à Trump, ça a toujours été de dire « j'utilise les frappes militaires dans des zones qui ne sont pas approuvées par le Congrès », parce que c'est ça la grosse différence entre Biden, entre George Bush et entre Obama. Et je n'essaye pas de prendre leur défense, mais ces frappes qui ont été faites par Obama, démocrate, Bush, républicain, et Biden, démocrate, c'était à chaque fois dans des zones autorisées par le Congrès. Donc, il y avait au moins un prétexte constitutionnel. Là, lorsque Trump décide de bombarder le Nigeria en disant « Non, mais j'ai le droit, hein, regardez, les autres présidents aussi ont fait des frappes », et il se cache là-dessus, il dit « C'est pas une guerre, j'ai le droit », il vise des pays qui n'ont pas été approuvés par le Congrès. Pareil au niveau du Venezuela, pareil lorsque on bombarde des navires dans des eaux internationales, on est dans une zone d'ombre complètement anticonstitutionnelle. On est face, dans ce chaos, à une crise constitutionnelle. Cette semaine, le Congrès va tenter de reprendre la main. Évidemment, on vivra ça en direct. Le vote devait avoir lieu demain. Évidemment, du côté de Johnson, on a utilisé le règlement pour dire « Ah non, on ne peut pas voter sur la guerre demain à la Chambre des représentants parce que, non, d'habitude, on vote le jeudi, donc on ne va pas changer les habitudes. Il n'y a pas d'urgence quand même, les gars. On ne va pas changer les habitudes, donc le vote aura lieu jeudi normalement, peut-être mercredi parce qu'il y a eu des votes le mercredi, mais comme il n'y en a pas le mardi, Johnson a dit on ne va pas faire de changement, il n'y aura pas, il y a pas de vote mardi. Dans tous les cas, on est dans cette situation qui génère des tas de problèmes qui ont été, et là je reviens là-dessus, signalés à Donald Trump, et il a décidé de les ignorer. Hein, c'est ce discours permanent. Je vous rappelle Dan Bongino ce week-end sur Fox News. Donald Trump, c'est mieux que ses généraux. Donald Trump, c'est mieux que ses experts. Et donc, on est face à un chaos voulu par Donald Trump.